ديابوراما ولا أمود واحد؟ معناها قاعدين نشوفوه كاملة ولا؟ ليه مش ديابو كاملة، ما هيش محطوطة أمود ديابوراما. اوكي تنحى عادي، عاود حط من الاول جديد. مش رجعها تو عادي تسمع فيها. زياد هاني صي خلينا نحلها لهم. طلعت الديابو ولا مازلت؟ حطيت الديابو هو قاعد يتنحى. مش ظاهر الديابو، مش طالع. قاعدين نشوف فيه ولا؟ نو. اي قاعد يتبدل تشوف فيه. فاش تشوفوا تو فما اوبجيكتيف تشوفوا فيهم لي زوبجيكتيف؟ نشوفوا كان في أول ديابو هاو ما هيش أمود بلان إكران زيد. انا تشوفوا تو ولا؟ اي بلوك ديفلوبمون بروفيسيونيل هكاكا. بلان إكران عادي تو هنشوفوا فيك. يسمعوني نتكلم هنا. Une seconde. جيست يشوفوا بطبعة الناس يسمعوك ويشوفوا الإكرام. لازم نقعد يعني. أي. باش نحط الإكرام والميكروفون Bonjour, nous allons débuter les séances d'enseignement pour les DCEM1 au niveau du bloc développement professionnel 1, module éthique et droit médical. Donc, vu les circonstances de l'épidémie du Covid, nous avons choisi d'assurer ces enseignements dirigés par vidéoconférence. Et le premier enseignement qu'on va réaliser ensemble, c'est l'information, le consentement et la confidentialité. Je pense que vous avez eu des supports pour un peu avoir une idée sur ces thématiques-là. Donc, vous allez trouver dans la plateforme de la faculté. Donc, vous allez vous organiser avec la faculté au niveau des gens qui s'occupent, je crois, Zied, un certain Zied, qui travaille à la faculté, qui s'occupe de cette plateforme-là. Donc, essayez de le contacter pour avoir cette clé. Donc, je vous rappelle les objectifs de cet enseignement. C'est préciser les qualités requises de l'information à délivrer par le médecin au patient et du consentement, indiquer la conduite à tenir du médecin face à un refus de soins, discuter des situations de particularité, des secrets médicaux dans l'activité journalière du médecin et notamment la discussion avec le patient lui-même, les proches du malade, la justice et on va voir plusieurs autres situations où la notion du secret médical peut poser problème. Donc, pour illustrer et répondre à ces objectifs, nous avons choisi de vous mettre dans plusieurs situations, donc, pour un peu être le plus proche de l'exercice quotidien. C'est des situations qu'on n'a pas imaginées, c'est des situations pratiquement réelles, là, où se pose cette notion d'information, de consentement et de confidentialité. Donc, pour être dans l'âme du travail, nous allons vous proposer la situation numéro 1. Qui peut lire cette situation? Voilà, je vais vous la lire puisqu'ils ne vont pas entendre vos amis qui regardent par vidéoconférence. Vous m'entendez, hein?
Vous m'entendez? Oui. Bon. Donc, il s'agit d'un médecin généraliste qui a reçu à plusieurs fois en consultation Madame X, âgée de 37 ans, souvent accompagnée de son mari. Donc, pour pouvoir bénéficier éventuellement d'une assurance pour un voyage à l'étranger, le mari s'est présenté au médecin généraliste, le sollicitant à établir, à la demande de la compagnie d'assurance, un certificat relatif à l'état de santé mentale de son épouse. Celui-ci accepte et écrit « Je sous-signe certifie que Madame X, née le, présente une pathologie psychiatrique reconnue à type de psychose maniaco-dépressive. Certificat qui a été remis à monsieur, le mari de la femme, pour faire valoir ce que de droit. » Suite à ce certificat délivré au mari de cette femme, une procédure de divorce à l'égard de son mari. Ce dernier veut avoir la garde de son fils et demande que soit désigné un expert psychiatrique pour examiner la mère. À l'appui de cette demande, il joint à l'assignation le certificat médical rédigé par le médecin généraliste. Donc, madame veut obtenir le divorce, et lui, il veut garder son enfant, et il va adjoindre à sa demande de garder l'enfant un certificat psychiatrique pour dire que ma femme n'a pas les capacités nécessaires pour assurer, pour s'occuper de son enfant. Donc, Madame X donc, porte plainte sur le plan pénal, à l'encontre du médecin généraliste parce qu'elle considère qu'elle a violé le secret professionnel. Donc, qu'en pensez-vous de la conduite du médecin? Si vous voulez parler, je vous écoute également. Il aurait dû avoir le consentement de Madame X. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réponse? Hein? Oui, je vous écoute. Bien sûr. Bien sûr. Je peux donner n'importe quel médecin généraliste. Il a toutes les connaissances nécessaires pour, surtout, s'il suit cette dame, hein, d'accord, il peut donner un certificat médical. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous rappelle la situation. C'est une dame qui veut avoir le divorce. Son mari consulte son médecin traitant. Le médecin traitant lui donne un certificat attestant que cette dame est atteinte par une maladie psychiatrique. Hein, il précise même la nature de cette maladie. Hein, et puis, en fait, quand elle entend cette procédure de divorce, le mari précise que cette demande est injustifiée, d'accord, puisque sa femme n'est pas capable d'assurer, de s'occuper de cet enfant. Donc ici, la femme porte plainte parce qu'elle considère que ce médecin a violé le secret médical. Est-ce qu'elle a raison ou pas, ça? Elle a raison. Sur quelle justification vous vous êtes basé pour dire qu'elle a raison? Le droit de la femme à au secret médical. Le médecin n'a pas le droit de dévoiler ce secret, même à son mari, à sa permission.
Non, non, c'est pas le consentement en fait. C'est pas le consentement. Le colloque, on dit que le secret médical, c'est un colloque singulier entre le médecin et son patient, d'accord? Les informations ne doivent circuler que entre le médecin et son patient, bien sûr, sous réserve de certaines précautions, d'accord? Il y a en fait des dérogations qui sont très bien précisées, hein, où on peut divulguer le secret médical à un tiers. Dans cette situation, d'accord, le médecin aurait dû refuser de donner ce certificat médical, d'accord, et la femme a raison de porter plainte contre ce médecin pour violation du secret médical. D'accord? Monsieur, Oui. monsieur, dans ce cas, la pathologie de Madame X ne représente pas un danger pour l'enfant. Écoutez, en fait, c'est du rôle du juge d'évaluer l'état psychologique de cette dame et c'est à lui de demander un rapport d'expertise. Ce n'est pas de la manière qu'a utilisé le mari qu'il faut prouver cette atteinte. La question se pose, hein, est-ce qu'elle est capable ou elle n'est pas capable? C'est du ressort de l'expert de préciser si elle peut ou peut pas. D'accord? Oui, merci. Donc on passe, situation numéro 2. Voilà. Madame Kaji, âgée de 43 ans, sans antécédents et admise aux urgences d'un hôpital pour prise en charge d'une angiocolite aiguë compliquée d'un état de choc. Le docteur Abeka décide de réaliser l'intervention opératoire en urgence. Donc, c'est une situation où cette opération doit être pratiquée en urgence puisqu'elle représente un risque pour la vie de la patiente. D'accord? Mais se heurte à un refus de la patiente de subir cette intervention. Expliquer la démarche que le médecin doit adopter devant ce refus. Vous avez une dame qui nécessite une intervention en urgence, d'accord? Mais cette dame vous dit ne me touchez pas. Je vous interdis de me toucher. Donc, quelle est votre conduite à tenir? Oui. Elle est consciente. Très bien, c'est une très bonne question. L'état, c'est pas conscience, les capacités mentales de cette dame, d'accord? Les capacités de discernement, de choix, d'accord? Là, on doit évaluer cette capacité avant de procéder à une démarche particulière que vous allez nous préciser. Oui. Est-ce que c'est possible à ce moment de garantir qu'on va arriver à traiter comme il faut cette dame et de garantir qu'elle ne va pas mourir ensuite ou elle développer des complications particulières? On va tomber dans un retard important de prise en charge et à ce moment-là, le médecin peut être poursuivi pour autre chose. Chouf, le droit de refus, c'est un droit sacré. Chaque patient a le droit de refuser, sauf dans certaines situations, hein, d'accord? Mais ce droit, il existe, il doit être respecté par le médecin, d'accord? Le droit de dire non. Mais vous, devant ce non, comment vous allez vous comporter? Elle doit signer un consentement باش ما يكونش باش le médecin حتى من بعد ما يكونش poursuivi s'il y a des complications. C'est pas elle signe un consentement. Mais en fait, elle va signer un procès verbal, d'accord, de refus
de prise en charge. D'accord? Mais avant d'arriver à cette étape-là, le rôle du médecin ici, c'est quoi? Une seule personne, s'il vous plaît. Il doit la convaincre, monsieur. Exactement. Il doit procéder à une procédure de persuasion. Comment vous allez faire pour essayer de persuader cette personne? Oui. Donc, il doit expliquer la maladie. Mais, d'accord, mais en fait, avant d'avoir un refus, en fait, le médecin va expliquer la maladie. Il va lui expliquer les complications. Mais ici, en fait, il va donner le risque, les risques qu'elle peut développer suite à ce refus et à ce retard de prise en charge. Quoi d'autre? Il doit lui expliquer l'importance de cette intervention. Exactement, ok. Ça, c'est avant. En fait, le refus de la patiente se fait après une information, d'accord? Quand on informe la patiente, soit elle va consentir, soit elle va refuser, d'accord? Cette patiente, elle a refusé. Donc, votre conduite, c'est une procédure de persuasion. Vous allez lui expliquer les conséquences de ce refus. Vous allez lui expliquer les avantages de cette intervention. Mais après ces deux, en fait, cette explication, elle continue à refuser. Vous allez, en fait, adjoindre un collègue. Vous allez adjoindre éventuellement les proches. Mais bien sûr, un seul proche, pas tous les proches. Parce que vous êtes ici liés par ce rapport de confidentialité entre vous et le malade. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? N'oubliez pas d'inscrire toute cette procédure sur votre dossier médical. C'est cette inscription sur le dossier médical, c'est un élément de preuve important pour vous protéger en cas de poursuite judiciaire ultérieure. D'accord? Donc, la procédure d'information, d'accord, devant un refus obstiné, d'accord, la patiente refuse toujours, malgré les efforts de persuasion, de se soumettre aux soins indispensables, d'accord, vous allez en fait, à la fin, inviter le patient à consigner son refus dans un document qu'il va signer, d'accord? S'il refuse de signer, donc le document c'est quoi en fait? Il va écrire sur le dossier médical que j'ai été correctement informé, hein, et malgré cette information, je refuse, hein, en étant pleinement consciente, d'accord, de pratiquer cette intervention chirurgicale. Bien sûr, le refus, en fait, il doit toujours être exprimé par la personne elle-même, la patiente. C'est pas le mari qui va vous dire ne touchez pas à ma patiente, à ma femme, je ne suis pas d'accord pour réaliser cette intervention. Voilà, je ne vais pas l'hospitaliser, je vais l'amener chez moi. Non, c'est la patiente elle-même, c'est la concernée qui doit refuser et qui doit signer ce contre-avis médical. Donc, n'écoutez jamais les proches, ou le mari, ou l'enfant de cette patiente. C'est la patiente elle-même qui doit être informée et c'est elle qui doit signer ce procès. D'accord, ce document de refus. S'il refuse de signer, il va établir ce qu'on appelle un procès verbal de refus. D'accord? Ça, c'est une démarche qui va commencer chez le médecin et qui va finir, au niveau de l'administration. En fait, c'est l'administration qui va valider ce procès verbal. Situation numéro 3. Qui peut nous lire cette situation de l'autre côté? Qui est en train de nous suivre sur vidéoconférence? Vous pouvez lire la situation? Oui. Et vas-y. Monsieur S, marié et père de 2 enfants,
est traité pour une pneumonie de type opportuniste, souvent associée au sida. Des examens sanguins montrent qu'il est positif au VIH. Monsieur S dit vouloir décider par lui-même d'informer ou non sa femme de l'infection et au moment qu'il juge approprié. Vous lui dites qu'il pourrait éviter la contamination de sa femme en la protégeant de l'infection. De plus, il serait important pour elle de faire un test du VIH. En cas de résultat positif, elle pourrait bénéficier d'un traitement afin de ralentir la propagation de la maladie. Donc, vous avez saisi un peu la situation en Inde. Donc, Oui. Ensuite, oui, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer. 6 semaines plus tard, M. S retourne pour un examen de contrôle. En réponse à votre question, il vous dit qu'il n'en a pas encore parlé à sa femme. Il ne veut pas qu'elle soit au courant de ses relations extra-conjugales et que sa vie familiale soit détruite. Il dit par ailleurs qu'il n'a eu avec sa femme que des relations sexuelles protégées. Précisez le conduite à tenir du médecin. Voilà. Oui. Non. En fait, je vous rappelle que le secret médical est absolu, d'accord, de telle façon qu'il ne doit pas être divulgué qu'à la patiente. Et même chez la patiente, il y a quelques exceptions. Mais il doit toujours se trouver dans ce cercle entre le médecin et le patient. D'accord? C'est ça le principe. Maintenant, en fait, il y a un problème avec le mari. Le mari, il ne se trouve pas dans ce cercle. Donc, il est en dehors de ce cercle et il s'appelle un tiers. D'accord? C'est un tiers. Donc, le problème du secret médical se pose. Le tiers, il a aussi son propre cercle. D'accord? Donc, quelle est la solution qu'on peut proposer de telle manière que d'un côté, on va protéger cette femme et de l'autre côté, on va respecter le secret médical. C'est difficile. Voilà, il faut le convaincre de parler avec sa femme. On a dit que c'est pas possible. On l'a expliqué ça. C'est pas possible qu'il soit à côté de sa femme pour parler de sa maladie. Non. D'accord? Il doit. Le mari, شنو؟ سمعناه، راه احكي. سمعناه le mari. Il parle de ses relations. Le médecin est présent. Il parle à qui? Et, mais il faut que le patient autorise cette situation-là. S'il ne l'autorise pas, il n'autorise pas ça. Il ne veut pas divulguer cette information à sa femme. D'accord? Il précise que sa vie familiale va être détruite. D'accord? Donc, il ne veut pas divulguer cette situation à la femme. Oui, mais ici, il ne veut pas informer sa femme. Lui, il refuse d'informer sa femme. Bien que le médecin lui a donné une période de réflexion de 6 semaines. D'accord? Lui, il dit que je suis en train de me traiter correctement. Je ne fais aucune relation sexuelle sans être protégé avec ma femme. Donc, il la protège. Il est en train de protéger sa femme. Monsieur, Oui. Sans divulguer quelque chose de précis, est-ce que nous pouvons juste d'une façon vague, sans rien préciser? Oui, vous pouvez le faire. Il est contagieux, mais on ne précise pas béchoua, il est contagieux. Juste on peut limite son contact avec lui. Vous pouvez le faire. D'accord? Vous pouvez le faire. C'est une manière qui est généralisée sans réellement divulguer le secret médical
de faire parvenir cette information à la femme. Oui, pourquoi pas? En fait, vous allez savoir que c'est une maladie qui est contagieuse. C'est une maladie, en fait, qui est dans une liste de maladies à déclaration obligatoire. D'accord? Le médecin, il ne va pas divulguer à la femme, mais il doit, par la loi, signaler cette maladie à la direction de la santé. D'accord? Que ce soit régional, puis, en fait, sur le plan national. Mais il n'a que cette exception-là, on appelle la dérogation. D'accord? Sinon, il n'a pas le droit de divulguer cette information à sa femme. Oui. Il peut le faire. Il peut le faire. Mais en fait, elle va se demander pour quelle raison il va lui demander ce test. C'est un test inhabituel, c'est un test choquant. D'accord? Elle veut avoir une explication. D'accord? Monsieur? Une seconde, il y a une question qui est en train de se poser par le groupe. Oui? Oui? On ne peut pas dévoiler ce secret à sa femme, mais il y a toujours des psychologues في les plannings familiaux في كل ولاية في تونس. Donc on peut les contacter ونجم le psychologue هذاك يحكي avec Monsieur S et avec sa femme et on peut résoudre ce problème. Mais comment le psychologue va être au courant de l'état de santé du mari? خاطر في بالي كل بلانينغ فاميليال في كل ولايه يبدا عنده لي دوسي ميديكو تاع كل تيست بوزيتيف معناها تاع VIH les centres de reproduction. C'est un organisme privé, c'est un cabinet privé. C'est étatique, par la maternité وكل. Le cas c'est un cabinet privé de libre pratique. Où il doit déclarer, c'est une déclaration obligatoire. D'accord? D'accord. Mais le problème qui se pose, c'est comment délivrer, comment respecter en fait en même temps le secret et entre parenthèses sauver la vie de cette patiente. Parce qu'on sait jusqu'à ce jour, cette infection, elle est mortelle en fin de course. D'accord? Alors, donc on est dans un dilemme qui est difficile à résoudre. D'accord? Mais est-ce que vous pouvez me proposer une démarche qui va respecter ce dilemme-là, qui va trouver une solution de convenance entre ces deux situations? Oui. Il doit convaincre le patient, il doit parler à sa femme, ou c'est moi, ça y est, on ne peut pas l'obliger. On ne peut pas l'obliger. C'est son droit. Là, une fois il a commencé à parler avec sa femme, là, en fait, on peut l'inviter, lui expliquer, la protéger, lui indiquer les tests, les traitements éventuellement si elle est positive, etc., etc. Mais en fait, c'est lui qui va faire le premier pas. C'est lui qui doit faire le premier pas. C'est pas le médecin. D'accord? Le médecin, jusqu'à ce niveau-là, il a fait ce qu'il fallait. Là, hein. Hein? Oui, oui. Hein? Oui, mais comment, en fait, il va faire le test à la fin, d'accord? Mais pour quelle raison? Et on dit, tu vas comme ça, tu vas divulguer l'information sans accord du patient.
C'est ça le dilemme en fait. C'est ça le dilemme qu'on a. D'accord? En fait, il y a une solution. La solution, c'est que la loi vous dit quand cette infection pose un problème dangereux pour le patient ou pour la société, on peut ce qu'on appelle prononcer une injonction, une hospitalisation sans le consentement de ce patient. D'accord? Là, on l'hospitalise de telle manière qu'on va suivre ce patient comme il faut et protéger ses proches. Et bien sûr, et protéger une éventuelle transmission de cette infection par d'autres rapports sexuels à d'autres femmes, etc. D'accord? On peut l'obliger par la loi à se soumettre à un traitement, d'accord? À une hospitalisation, d'accord? Et à ce moment-là, en fait, progressivement, l'information va parvenir à la femme. Et à ce moment-là, en fait, c'est la solution qui est proposée. Mais en fait, la littérature dans ce domaine-là n'a pas résolu ce problème. C'est en fait chaque article ou chaque publication donne une réflexion particulière. D'accord? Parfois, elle donne raison aux patients. Parfois, elle donne un peu plus d'avantages et précise que le droit de la femme à être informée prévaut sur cette notion de respect du secret médical. Parce que là, on dit que la liberté d'une personne s'arrête où les libertés des autres commencent. D'accord? Là se pose aussi le problème. D'accord? Et les détails de l'injonction, en fait, vous allez la trouver sur les diapos. Simer va continuer. La situation numéro 4. D'accord? Je vous invite à lire cette situation. Donc nous allons continuer par cette quatrième situation. Donc je vais essayer de la lire, donc comme ça tout le monde va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Donc il s'agit d'un monsieur de 30 ans qui a consulté un neurologue de libre pratique pour pyélonéphrite aiguë sur un rein droit unique. Donc j'insiste, rein droit unique. L'examen clinique effectué donc par l'urologue et le bilan biologique demandé ont conclu à une volumineuse pyélonéphrose droite avec atteinte de la fonction rénale. Donc il s'agit ici d'une pyélonéphrose. L'urologue a jugé nécessaire une intervention chirurgicale urgente pour évacuer cette pyélonéphrose. Dans cette optique, il a informé le patient du diagnostic, du traitement chirurgical nécessaire, qui est ici un traitement conservateur. Donc une lobotomie suivie d'une néphrotomie et évacuation du pus. Donc c'est grossièrement une incision au niveau de l'abdomen et aussi au niveau du rein pour évacuer le pus. Et surtout, on va conserver le rein. Il a aussi informé le malade des complications les plus fréquentes et les plus graves de l'acte chirurgical. Il a insisté sur le degré d'urgence de l'acte chirurgical et il a aussi rassuré le patient des résultats attendus. Le même jour, donc, le patient a exprimé son consentement libre et oral pour l'acte chirurgical indiqué. Et donc l'intervention chirurgicale a eu lieu. En péropératoire, l'urologue a constaté une volumineuse pyélonéphrose droite avec un parenchyme rénal complètement détruit et une néphrectomie a été jugée nécessaire. Une néphrectomie, bien sûr, c'est l'ablation du rein. L'examen anatomopathologique de la pièce opératoire a conclu à un parenchyme rénal sans signe de vitalité, donc le rein a été totalement détruit. Revenons maintenant à notre malade. Donc en post-opératoire immédiat, le patient a eu une séance d'hémodialyse. Bien sûr, c'est un rein unique qui a été enlevé, donc le rein, donc il n'y a plus de fonction rénale ce monsieur, donc on comprend l'hémodialyse. Au cours donc de cette hémodialyse, le patient s'est interrogé sur les raisons de cette séance, donc pourquoi il est en train de subir une hémodialyse. Il a été informé par le médecin hémodialyseur de la néphrectomie effectuée. Et donc le patient donc, qui n'a pas accepté cette situation a porté plainte contre l'urologue. Donc on vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez de l'information donnée à ce patient? Est-ce que l'information était nécessaire? Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce que toute l'information ou toutes les informations nécessaires étaient données ou non au malade? Sinon, bien sûr, pourquoi? Parce que je n'étais pas informé de ces séances d'hémodialyse pendant toute
Oui, mais donc cette hémodialyse n'a pas été initialement prévue puisque la néphrectomie n'a pas été prévue initialement. Au début, donc l'urologue pensait se contenter d'une évacuation donc, de cette pyélonéphrose avec un traitement conservateur. Et donc cette néphrectomie n'a pas été proposée. Donc je vous éclaire un peu la situation en plus. Oui, madame. Dire aux patients avant de faire l'opération toutes les complications qui peuvent être à avoir, même cette C'est vrai qu'ici, cette hypothèse de néphrectomie devait être envisagée par l'urologue et il devait informer son malade de cette hypothèse. En effet, donc, la pyélonéphrose elle-même, c'est une infection assez sévère du rein et un des traitements habituels, je dirais un des traitements habituels et qu'on est obligé parfois à réaliser, c'est la néphrectomie. Et parmi les complications dont on devait informer le malade, sans doute cette éventualité de néphrectomie devrait être annoncée au malade avant même cette intervention chirurgicale. Oui, j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a parmi ceux qui nous écoutent une question? Voilà donc pour vous dire que l'information devrait être complète, loyale et intelligible. Donc bien sûr l'information doit être effectuée oralement, conformément aux règles de pratique professionnelle recommandées. Toutefois, comme j'ai dit, on peut reprocher à cet urologue que l'information était manquante. Donc une information a manqué, c'est cette hypothèse de néphrectomie. Il devait annoncer à son malade cette éventualité de néphrectomie, notamment donc c'est la possibilité que l'acte opératoire soit étendu vers cette néphrectomie. C'est vrai que l'acte opératoire aussi était tout à fait justifié puisque l'examen histologique qui a été fait sur la pièce opératoire a confirmé que le rein était détruit pour dire simplement que la néphrectomie était bien indiquée ici. Donc on ne peut pas reprocher finalement à l'urologue l'ablation du rein. Ce qu'on peut reprocher, c'est sans doute ce manque d'information et non pas l'ablation puisque l'ablation devait être réalisée. Là aussi, on peut aussi reprocher un peu la façon dont le malade a été informé de la réalisation donc, de cette néphrectomie et pourquoi, donc, même à la fin de cette intervention chirurgicale, on ne devait pas laisser le malade donc, se réveiller pour se trouver en séance d'hémodialyse et que le médecin hémodialyseur l'informe de cette hypothèse. Ça aurait été beaucoup mieux que le chirurgien lui-même suit son malade et annonce cette information au réveil de son malade. On passe. Voilà une situation donc assez simple, mais assez fréquente, qu'on observe assez souvent à l'hôpital. Donc il s'agit d'une femme de 50 ans qui est décédée à l'hôpital suite à un accident vasculaire cérébral, un AVC finalement. Donc elle est décédée à l'hôpital et son fils, donc âgé de 24 ans, va se présenter une semaine après et va demander donc un certificat médical attestant que la cause de décès de sa mère. Donc bien sûr ce certificat va être présenté à l'assurance décès souscrite par la défunte. Donc c'est une situation assez classique à l'hôpital. En effet, donc les patients qui vont décéder, leurs enfants demandent des certificats médicaux précisant entre autres la cause médicale du décès. Ces certificats vont être présentés à l'assureur pour pouvoir bénéficier donc de l'assurance décès souscrite ou prescrite par leurs parents. Que doit être la conduite à tenir des médecins ici? Je vous rappelle qu'on parle ici tout simplement toujours de secret médical et de confidentialité. Et la question à se poser, qu'on pose de façon simple, est-ce qu'on peut informer le fils ici et via le fils l'assureur de la cause du décès? Oui, monsieur? Par exemple, un code, on utilise dans une équipe et on le montre dans cette certificat. Et donc, ceux qui sont intéressés par cette code, ils vont le connaître. Donc, vous êtes en train de me dire qu'on peut mentionner la cause du décès par une sorte de code secret que seules certaines personnes vont comprendre. C'est quoi l'utilité de donner un certificat que personne ne va pouvoir comprendre? Ah oui. Donc,
une sorte de langage codé que les enfants ne peuvent pas comprendre, mais l'assureur ou les médecins de l'assurance peuvent comprendre. Non, 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 il est en train d'énoncer une hypothèse et je suis en train de comprendre qu'est-ce qu'il vous dit. Cet enfant est présent. Qu'on soit d'accord sur l'idée, est-ce qu'on peut donner ce certificat? Soyons simples. L'enfant demande un certificat médical mentionnant la cause du décès. Oui. Le secret médical, bien sûr, se continue même après la mort du malade et le médecin est tenu à garder les informations concernant son malade secrètes même après la mort du malade. Ça, c'est connu et tout le monde est d'accord sur ce point. Oui, monsieur. Ça dépend si l'enfant déjà savait que sa mère était hospitalisée pour un AVC. S'il est déjà au courant que sa mère. Donc vous dites que si l'enfant connaît déjà la cause du décès, on peut la mentionner. Je pense ici qu'il faut être assez simple dans la compréhension du sujet. Ici nous avons un double problème. Oui. يا أخي ما ينجمش هو جست معناتها ياخذ اوردر مع التريبيونال ويجيبوا معناتها دوكو سكري ميديكال يسرى معناتها disons levé وينجموا نكتبوا certificat. Oui, mais il faut comprendre qu'on ne va pas impliquer la justice et les tribunaux pour tous les décès. C'est vrai que cette procédure peut être utilisée, notamment dans ce qu'on appelle l'ordonnance sur requête, via le président du tribunal, pour avoir accédé à une information médicale. Ça peut être fait, mais il faut avouer que ceci est conservé pour des situations beaucoup plus complexes qu'un simple certificat de décès pour une assurance. Nous parlons ici d'une situation quasi fréquente, pour ne pas dire quotidienne, dans les hôpitaux. Donc on ne va pas passer chaque fois par la justice. Oui. Normalement, mais le certificat médical dont vous parlez, madame, n'est pas destiné aux enfants. C'est un certificat médical qui est confidentiel, qui est cacheté. Et l'information médicale ne va pas être... la famille ne va pas avoir accès à ce certificat médical. Je vous rappelle que le certificat médical est cacheté. Même les enfants n'ont pas accès aux données médicales mentionnées dans le certificat. Le certificat a un destinataire qui est ici donc l'officier de l'état civil, ضابط الحالة المدنية. وضابط الحالة المدنية مش يرسلوا بعض l'Institut de santé publique pour les données statistiques. Donc ni la famille, ni quoi que ce soit va avoir accès à ces données médicales. Voilà, ici il faut être conscient d'un point. Ce certificat médical est certes nécessaire pour la famille pour avoir leurs droits et avoir droit à leur indemnisation et pour pouvoir bénéficier donc de l'assurance. La problématique réside en quoi réellement? C'est que les certificats, les assurances que prescrit les personnes de leur vivant contiennent généralement des critères d'exclusion. Donc, en cas de décès, je bénéficie d'une somme d'argent. Cette somme d'argent, bien sûr, va être attribuée aux ayants droit, autrement dit aux héritiers, mais dans certaines conditions, en exclusion certaines causes. Pour faire simple, les causes habituelles d'exclusion sont par exemple les suicides. C'est une cause habituelle, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas. Quand on souscrit une assurance vie, généralement, l'assureur s'engage à payer de l'argent, à payer une somme d'argent bien déterminée à laquelle il y a eu un accord au début, aux ayants droit, si la mort elle est naturelle par exemple. Mais pas s'il y a un suicide. Pas s'il y a un homicide. Parfois, l'assurance ne couvre que les décès de causes naturelles, pas les décès accidentels, par exemple. Parfois aussi, cette assurance va être un peu plus restreinte en matière d'options. L'exemple, ce qui nous inquiète nous le plus, pourquoi? C'est que généralement, quand on souscrit une assurance, on s'engage sur un ensemble de données d'ordre médical. Donc on garantit à l'assureur qu'on n'est pas porteur de certaines maladies, qu'on n'est pas hypertendu, qu'on n'est pas diabétique, qu'on n'a pas de pathologie vasculaire par exemple. S'il s'avère que le décès est en rapport avec des complications d'une hypertension artérielle par exemple, hypertension artérielle qui a été cachée par le défunt à son assureur, bien sûr l'assureur ne va pas indemniser la famille. Tout cela est assez complexe, ce qui fait que nous, le médecin qui va prescrire ce certificat ne sait pas quelles sont les conséquences directes de ce certificat. C'est vrai que si on est certain que la cause mentionnée
dans ce certificat ne va pas être préjudiciable à la famille. Ici, s'agissant par exemple d'un accident vasculaire cérébral, disons hémorragique. Si vous êtes certain, vous, que cette cause de décès va permettre à la famille de bénéficier de leur indemnisation, vous pouvez mentionner le certificat. Mais soyons honnêtes, on ne peut pas le savoir. Parce qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce que l'assurance a mentionné. Autrement dit, quel était l'accord initial entre l'assureur et celui qui a prescrit l'assurance qui est le défunt. Bien sûr, le secret médical, vous avez compris, il est opposable au tiers, donc on ne va pas pouvoir le communiquer à qui que ce soit. Mais aussi, on ne peut pas refuser de délivrer ce certificat. Puisque la personne qui a contracté une assurance l'a contracté au cas où il est mort. Quelqu'un qui souscrit une assurance décès, ça veut dire quoi? Il veut qu'après sa mort, ses enfants, sa famille bénéficient d'une somme d'argent. Donc finalement, c'est comme s'il accepte, en signant ce contrat d'assurance, il autorise ses médecins à aider la famille à bénéficier de cette somme d'argent. Donc bien sûr, les ayants droit peuvent avoir accès à un document médical, reste le problème de la cause exacte. C'est pourquoi il est beaucoup plus sage de vérifier le contrat qui a été signé par le défunt ou la défunte ici, vérifier les critères d'exclusion, quels sont les critères d'exclusion qui interdisent ou qui empêchent donc de verser la somme d'argent et de mentionner dans le certificat non pas la cause, parce qu'on ne peut être jamais conscient de quelles sont les répercussions de préciser une cause de décès sur un certificat, mentionner simplement que la cause de décès de Madame X ne figure pas sur la liste des critères d'exclusion ou des causes d'exclusion du contrat signé. Est-ce que vous avez compris le concept? Donc ça, c'est comment on mentionne. Donc on mentionne simplement dans un certificat que le décès n'est pas en rapport avec une clause d'exclusion du contrat numéro kada établi par monsieur ou madame kada tel jour. Donc comme ça, on aide la famille à pouvoir bénéficier donc de leur assurance sans divulguer d'informations qui peuvent avoir des répercussions d'une nature ou d'une autre. Bien sûr, en donnant ce document, il faut expliquer à l'enfant les conséquences de ce certificat, donc avec notamment la possibilité d'absence d'indemnisation. Il faut aussi que le membre de la famille, cette personne ayant droit, c'est lui qui doit recevoir le certificat, autrement dit, ne jamais envoyer le certificat médical ou un document médical directement à l'assureur. Donc c'est le fils ici qui doit amener le certificat à l'assurance ou au médecin conseil donc de cette assurance. Il faut mentionner dans le dossier médical de la défunte qu'un tel document a été donné et idéalement aussi garder une copie même du certificat ou du document qui a été communiqué, qui fera preuve bien sûr en cas de litige. Donc c'est pour vous dire encore une fois que le secret médical il est général, il est absolu et on n'a pas le droit de divulguer le secret médical même après la mort du malade. Quelques exceptions existent, on doit faire attention avec ça, notamment ce fameux certificat médical de décès destiné aux assureurs. Il faut faire très attention avec ces certificats, parfois parce qu'en pensant aider la famille, on les prive de leur droit d'être indemnisés. Alors la situation numéro 6, c'est une situation assez particulière. Donc c'est un enfant, donc c'est une fille riche adolescente de 15 ans qui consulte avec sa mère un gynécologue biopratique pour des douleurs abdominales, avec saignement génital. Le gynécologue va découvrir une grossesse arrêtée à 2 mois, donc à 2 mois de terme, avec un avortement spontané débutant. Donc ça à l'examen, donc le gynécologue va conclure un avortement en cours. La fille va insister auprès du médecin pour qu'il ne révèle pas cette information, à savoir la grossesse, à sa mère. Bien sûr, au risque qu'elle soit sévèrement punie. Elle lui demande de procéder quand même aux soins nécessaires à l'insu de ses parents, donc de continuer les soins et de faire finalement un avortement. Que doit faire ce médecin face à cette situation? Oui. En présence d'un vous parlez de délégué de la protection de l'enfance.
là, c'est vrai que la situation est un peu complexe. C'est vrai que s'agissant d'enfants, le secret médical n'est pas opposable aux parents. Autrement dit, les parents ont le droit de connaître tout sur l'état de santé, la maladie, les traitements de leurs enfants. Ici, la question elle est un peu particulière, ou le sujet est même bien particulier, parce qu'il s'agit de grossesse chez une mineure. Disons, c'est comme si on va parler d'un acte d'adulte chez un enfant. Le fait d'avoir des rapports sexuels, une vie sexuelle, c'est un acte d'adulte. Mais malheureusement, nous sommes face à une enfant. Et donc ici, le dilemme est un peu le dilemme ou la difficulté, c'est comment respecter cette règle de secret médical, respecter ce secret médical, habituellement non opposable aux parents, donc l'information des parents. D'un autre côté, comment protéger cette adolescente. Le sujet est très délicat pour être honnête, et on va essayer donc de résoudre ça de façon de façon progressive. Donc il s'agit ici d'une conciliation difficile et très difficile entre d'un côté l'autorité des parents. Le parent a le droit de connaître tout ce qui concerne son enfant, et la préservation du secret médical ici, puisque c'est un enfant qui annonce clairement qu'il ne veut pas que ses parents soient informés de cet acte, de cette information médicale. Oui. C'est un enfant, des harcèlements, des personnes. Des agressions, des viols, par exemple, oui. Même les parents là, à la présence du délégué. Oui, alors, chouf, d'une façon générale, il ne faut pas être très simpliste, ou elle est très facile dans la sollicitation de la justice ou du délégué de la protection de l'enfance. Ça, c'est des situations qu'on peut voir assez souvent. Et nous, dans le domaine médical, nous sommes censés résoudre le problème de façon médicale. On ne fait pas appel à la justice que c'est vraiment nécessaire. Tout à l'heure, on parlait de certificat médical de décès, et votre ami qui nous écoutait se demandait si on ne pouvait pas faire une demande à la justice, via le tribunal, par la justice, pour avoir un certificat médical. Pensez maintenant, bien sûr, c'est une solution possible. Est-ce qu'il est normal que chaque demande de certificat médical ou d'information médicale va passer par la justice? Donc ça aussi, c'est délicat. Dans certaines situations, oui, ça peut se voir, mais ça ne doit pas être une pratique courante. Ici, nous sommes dans ce cas-là, nous sommes face à une situation assez compliquée. C'est une adolescente qui a commis un acte d'adulte et qui demande qu'on cache l'information, bien sûr, dans son intérêt. Finalement, ce qui nous inquiète, nous, que risque l'enfant si ses parents sont informés de cette situation? Une exception à l'autorité parentale on peut l'avoir, à condition, bien sûr, que le mineur demande clairement ce qu'il veut, donc cacher l'information à ses parents. Donc on peut dissimuler ou ne pas divulguer l'information aux parents. Bien sûr, à condition que ça porte sur ce qu'on appelle un fait d'adulte ou sur leur intimité, la vie sexuelle des adolescents finalement, pour faire simple. Il est acceptable de ne pas communiquer ces informations aux parents. Pour faire simple, si un jour vous êtes appelé à examiner un enfant, une adolescente, pour quelle que soit la raison, c'est pas parce qu'elle vous a communiqué qu'elle a une vie sexuelle, même si elle n'est pas, en présente pas de complications, que vous allez le dire aux parents. Vous n'allez pas le dire à monsieur ou à madame, je viens de parler à votre fille que vous avez présentée dans notre consultation parce qu'elle a un problème d'appendicite aigu, et en la posant des questions, elle vient d'avouer avoir des rapports sexuels réguliers. Ça, vous n'allez pas le faire. Vous avez compris ce qu'on veut dire par on peut avoir à la limite dépassé cette notion d'autorité parentale. Bien sûr, à conséquence, ce qui nous autorise, nous, les médecins, à ne pas communiquer ces informations aux parents, c'est le risque de dommages que peut subir l'adolescent. Donc, si vous êtes devant une situation où vous avez peur pour l'enfant, et l'enfant demande à ne pas communiquer l'information, vous pouvez ne pas la communiquer. Vous pouvez ne pas communiquer l'information spontanément. كيفاش؟
Bien sûr, ici, le médecin doit expliquer à l'adolescent de quoi il s'agit. Il doit essayer de la persuader, d'obtenir son consentement pour expliquer à ses parents qu'est-ce qu'elle a. Il faut proposer aux mineurs donc de proposer un temps de réflexion, de pourquoi pas choisir un autre adulte référent qui va venir avec elle pour l'accompagner dans la procédure de soins, comme ça on évite que les parents soient informés, mais l'enfant soit toujours accompagné par un adulte, une sorte de médiateur, wasit, qui va être un intermédiaire entre l'enfant et les parents. Et on peut dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, ne pas communiquer l'information aux parents. Qu'on soit d'accord. Je parle de dérogation, d'exception pour ne pas communiquer l'information. On ne parle pas de soins. Aucun acte de soin ne peut être fait sur un enfant sans le consentement de ses parents. Vous avez compris la notion sur laquelle j'insiste pas. Alors, on peut dissimuler l'information aux parents sous certaines conditions. L'enfant, c'est un adolescent, c'est une adolescente qui est consciente de ce qu'elle a. Elle insiste pour que l'information ne soit pas communiquée à ses parents. On pense qu'il y a un risque que l'information soit communiquée aux parents. Et on va attendre finalement, patienter le temps que cet enfant donc, va avoir plus de réflexion, va faire intervenir d'autres membres, notamment de sa famille, pour la continuité des soins. Mais on ne fournit pas de soins à un enfant sans le consentement de ses parents. Là aussi, il y a une situation un peu particulière, c'est cette notion d'avortement. Parce que cette adolescente a besoin d'un avortement finalement. L'avortement, j'attire votre attention, ne se fait pas en cabinet médical. La loi tunisienne, elle est ferme, elle est claire. Aucun acte d'avortement ne peut être fait dans un cabinet médical. Donc l'avortement se fait dans des structures sanitaires, des hôpitaux et des cliniques privées autorisées par le ministère de la Santé à pratiquer l'avortement. Donc là, qu'on soit d'accord, il n'est pas question de faire un avortement. Des questions? Bien sûr, toujours pour se protéger, il faut mentionner dans le dossier que il y a opposition de la mineure à informer ses parents, qu'on n'a pas informé ses parents, mais il faut mentionner les démarches de soins à proposer dans ce cas. Il faut adresser la dame, cette adolescente, dans une structure de soins. Finalement, si vous êtes dans la situation en pratique, c'est comme si je suis en train de vous dire que ce médecin gynécologue peut adresser l'adolescent à un centre, un hôpital par exemple, en expliquant à l'adolescente de quoi il s'agit, la nécessité qu'elle soit accompagnée par un autre adulte, mais il ne va pas communiquer à la mère cette histoire. C'est la seule chose qu'on peut permettre aux gynécologues. Donc, on ne pas informer la mère ici de la grossesse de son enfant. Si les soins s'imposent en urgence, aucun soin ne peut se faire sans l'accord des parents. Si la situation de l'adolescente, elle était grave, nécessitant l'intervention en urgence du gynécologue. Là, il ne s'agit plus de simple information qu'on va dissimuler aux parents, mais de décision d'intervention médicale. Aucune intervention médicale ne peut avoir lieu sans le consentement des patients, s'agissant des mineurs, sans le consentement de leurs parents. Donc ici, il faut essayer, donc on demandera ici aux gynécologues d'insister pour essayer de convaincre l'adolescente ou cette mineure de la nécessité d'avoir l'accord de ses parents et d'informer ses parents. Puisqu'on envisage d'intervenir. Et si le patient il continue de refuser? Et si la patiente continue à refuser et s'il y a nécessité d'intervenir, là, le médecin est obligé d'intervenir, il est obligé d'informer les parents, et s'il a peur pour sa patiente, c'est là uniquement là qu'il va nécessiter l'intervention, si vous voulez, de la société ou du système de protection des enfants
en avisant ici le délégué de la protection de l'enfance de la situation. C'est uniquement dans cette situation, lorsque il faut des soins urgents et l'enfant refuse toujours d'informer ses parents, il faut intervenir. La règle est toujours claire. On n'intervient pas sans le consentement des parents. Ça, c'est indiscutable. C'est dans ce cas-là, uniquement dans ce cas-là, que nous allons, que le chirurgien, que le médecin ici, gynécologue ou chirurgien, est dans l'obligation d'informer les délégués de la protection de l'enfant de la situation pour pouvoir donc continuer à soigner la patiente. Donc, la situation est assez simple finalement. La question, quelle est l'information qu'on peut cacher à la limite aux parents? C'est l'information et non pas l'information d'une vie sexuelle, si vous voulez, de l'adolescent. À condition qu'on ne soit pas dans une situation d'urgence thérapeutique, autrement nécessité de soins. Autrement dit, nécessité de soins. Parce que s'il faut soigner, il faut informer les parents. Je vois que vous êtes un peu hébété. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ici? C'est très simple. Pour intervenir, pour soigner, il faut l'accord des parents. Il n'y a pas de solution. Si vous voulez intervenir auprès d'une adolescente qui présente ce type de problème, à savoir ici une grossesse, un avortement en cours, une grossesse extra-utérine, etc., vous devez informer les parents. Si vous jugez qu'informer les parents va être nuisible à l'enfant, que l'enfant risque quelque chose en informant sa famille, nous parlons ici de représailles familiales, d'agression par la famille de l'enfant, de l'adolescente ici, vous êtes dans l'obligation d'informer, de solliciter la protection de l'enfant et donc d'informer le délégué de la protection de l'enfance qui lui va prendre les mesures nécessaires pour protéger cet enfant. S'il n'y a pas lieu à donner des soins, si la situation n'est pas urgente, vous pouvez temporairement, provisoirement, ne pas communiquer l'information, cette notion de grossesse aux parents, en attendant que l'adolescente résout le problème de façon, je dirais, en milieu familial. C'est ça de façon très simple. Ne pas se précipiter à aller informer les parents de la situation parce que, soi-disant, c'est un adolescent, c'est un enfant, et donc le secret médical n'est pas opposable aux parents. Donc c'est ça, finalement, le message qu'on veut vous communiquer. Monsieur. Oui. Monsieur, quel accident fait l'avortement? Est-ce que les médecins ne seront pas responsables devant les parents? Quel seul accident fait l'avortement? Donc, un seul accident de l'avortement, vous dites que la situation devient urgente et qu'il faut intervenir. Non, وقتها تمشي مع un parent référent باش تعمل avortement. وتصير complication على سير الحكاية. Est-ce que le médecin ne sera pas reporté responsable devant les parents? Vous dites que si, suite au conseil du médecin, la malade cette adolescente s'est adressée à un hôpital accompagnée de quelqu'un de sa famille, Oui, quelqu'un d'autre que ses parents, oui. Oui, voilà, je vous réponds. Alors, votre ami se demande que si finalement cette fille va se présenter dans un autre hôpital, dans une structure de soins, je dirais, hospitalière, accompagnée par un autre membre de sa famille pour bénéficier de cet avortement. La question qu'elle pose est le médecin si cet avortement va se compliquer. Vous parlez du médecin qui a adressé ou du médecin qui a fait l'avortement? Le médecin qui a adressé. Alors, pour le médecin qui a adressé, ce que je suis en train de vous dire, que c'est une conduite qu'on peut proposer qui n'engage pas la responsabilité du médecin, à condition qu'il n'y a pas d'urgence. Bien sûr, à condition aussi qu'il ne va pas communiquer de fausses informations à la famille. Finalement, le médecin va dissimuler une information. Il ne va pas communiquer la nature exacte de la maladie aux parents. Donc lui ne risque rien du tout, puisque c'est ce qui est accepté, c'est de ne pas communiquer cette information. Dans certaines situations, notamment l'absence d'urgence, c'est pourquoi il doit mentionner ceci dans son dossier. Je vous dis qu'il doit mentionner dans son dossier la démarche qu'il a décidée. Donc, je n'ai pas informé la famille et j'ai demandé à la patiente de s'adresser. Donc, avec une lettre de liaison, par exemple, j'ai adressé la patiente, cette adolescente, aux urgences gynécologiques de l'hôpital X et je lui ai conseillé qu'elle soit accompagnée par une autre personne. Pour le médecin qui va prendre en charge cette patiente à l'hôpital maintenant, le problème ne se pose pas si les parents ne sont pas là. Parce que généralement, on accepte
C'est vrai qu'il y a l'autorité parentale, mais généralement aussi, en pratique, on prend en charge des enfants lorsqu'ils sont amenés par leurs cousins, par leurs grands-parents, par leurs oncles ou leurs tantes paternelles ou maternelles. Pour dire simple, bien souvent في الconsultation نشوفوا ولد ولد جابته عمته ولا جابوا حاجات جابوا جده ولا جابوا خاله. On ne demande pas les parents à partir du moment où il est en présence de cet adulte parce qu'on considère cette personne comme étant le responsable de l'enfant puisqu'il l'emmène avec lui. Dans ce cas-là, par exemple, si cette fille se présente à l'hôpital accompagnée par Ahmedha, donc il n'y a pas pourquoi aller chercher les parents pour les informer. Vous avez compris? On a une adolescente qui se présente pour grossesse, pour une grossesse arrêtée ou d'un avortement en cours, à la consultation externe, à la consultation aux urgences d'un hôpital accompagnée par sa tante. On ne va pas être insistant à dire non, on ne va pas la soigner que si on contacte ses parents, parce que les parents sont les responsables des enfants. On va simplement considérer, ce qu'on fait toujours d'ailleurs, que s'il y a un adulte qui accompagne l'enfant, c'est que lui, il a été chargé par la famille de s'en occuper. Ou finalement, on est مع بعضنا. في واحد يقول لك هذا ولدي حتى حد ما تقول له on ne demande pas les pièces d'identité des parents pour vérifier est-ce qu'ils sont bel et bien les parents des enfants ou pas. Donc c'est pas ça. L'esprit mange de dévier en vous ce doute-là, simplement pour vous dire qu'un adolescent, un enfant, lorsqu'on le prend en charge, il faut un adulte. Ce problème très particulier donc, de cette vie sexuelle chez les enfants peut poser des problèmes dans certains niveaux sociaux. Pas toujours. Et dans ce cas-là, il faut être un peu prudent à gérer ces affaires. Si vous allez passer par le service de maternité, le service de gynécologie, vous allez voir que c'est assez fréquent aussi. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Alors, je continue par une situation numéro 7. C'est une situation aussi malheureusement assez fréquente dans nos contextes. Donc c'est une dame âgée de 65 ans, illettrée, qui est suivie par le service de chirurgie générale de gastro-entérologie de l'hôpital Sahloul depuis 3 mois. Donc elle est suivie, cette dame de 65 ans, pour un problème digestif apparemment. Son chirurgien va lui délivrer une lettre de liaison et lui demande de s'adresser à un service mentionné sur l'enveloppe. Donc se trouvant à l'hôpital Farhat Hached de Sousse, c'est le service de cancérologie ici. Donc finalement, c'est le médecin qui va donner au malade, voilà monsieur, vous avez besoin d'aller consulter d'autres médecins et vous êtes prié d'aller prendre rendez-vous, de consulter ce service. Donc ça sera, il faut aller à Farhat Hached pour voir ce... La dame ici va solliciter l'aide d'une de ses nièces qui est médecin. Celle-ci va la conduire donc au service. Le service en question, bien sûr, le service de carcinologie. À l'arrivée, donc, la patiente devient pâle, change de ton, se demande qu'est-ce qu'elle fait devant ce service assez connu. Donc, beaucoup de malades sachent de quoi il s'agit et elle va perdre rapidement connaissance. Ici, pour faire simple, les médecins traitants n'avaient pas informé la patiente du diagnostic qu'ils ont fait, celui qui est un diagnostic donc, de pathologie néoplasique ou cancéreuse et aussi une pathologie cancéreuse qui nécessite un suivi en cancérologie. Qu'en pensez-vous de la conduite des médecins traitants? Ici, on a pris par exemple ceux de Sahloul simplement pour vous donner une situation un peu réaliste. Est-ce que vous pensez que ce type de situation existe? Malheureusement, c'est très fréquent. Au point même qu'on va vous demander, parfois quand vous êtes à l'hôpital, vous allez voir des vieilles personnes qui vont vous demander un document, vous dire qu'est-ce que j'ai, où je dois aller. Et c'est même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Parfois aussi, il y a des gens qui vont vous donner des comptes rendus d'examen anatomopathologique ou d'examen radiologique, vous dire qu'est-ce que j'ai. Parce que personne ne veut leur expliquer. Parce que tout le monde a une attitude d'évitement envers ces malades. On ne veut pas leur donner les informations, donc c'est classique. C'est le radiologue qui ne veut pas annoncer le diagnostic. Il dit au malade, va voir ton médecin traitant. Ici, on comprend que les chirurgiens de l'hôpital Sahloul, c'est un exemple bien sûr inventé toute pièce, mais c'est les chirurgiens qui ne veulent pas assumer cette responsabilité d'informer la malade. Ils préfèrent l'envoyer en carcinologie. C'est eux qui vont informer la malade
ce diagnostic. Bien sûr, ceci n'est pas acceptable. Je vous rappelle qu'on parle d'information et de secret médical essentiellement. La question qu'on va se poser, est-ce que le secret médical est opposable au malade? Est-ce qu'on a le droit de ne pas communiquer au malade? Parce que peut-être aussi que les chirurgiens, finalement, de l'hôpital Sahloul sont dans la raison dans cette situation-là. Pourquoi pensez-vous qu'ils se sont trompés? Ils pourraient aussi avoir raison, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont le droit de ne pas informer le malade de son diagnostic? Mais ceci, si le malade refuse d'être informé, bien sûr, on ne va pas l'informer. Ici, pour être honnête, la réaction de la patiente, comme elle est décrite dans cette situation, dans ce cas clinique, fait comprendre que nous ne sommes pas dans ce cas-là. En réalité, bien sûr, le secret médical n'est pas opposable au malade. Et un malade a le droit de connaître toutes les informations concernant sa santé. Toutefois, une exception existe, elle est mentionnée dans notre code déontologie, dans son article 36. Un diagnostic grave, une maladie fatale, peut être dissimulé au malade. Donc ça, c'est une situation où on peut ça existe ou des situations où on ne va pas annoncer la maladie ou le diagnostic au malade, bien sûr par peur des conséquences psychologiques sur le malade. Donc, parfois, annoncer ou expliquer au malade la nature exacte de sa maladie va avoir des répercussions psychologiques assez importantes. C'est uniquement dans ce cas que nous avons le droit de ne pas informer le malade et d'aller informer un membre de sa famille, un proche, pour garantir finalement la continuité des soins. C'est ça l'idée. Ça ne se conçoit pas aussi qu'un malade est atteint d'une maladie grave, parce qu'on a peur pour le malade, on ne l'informe pas, et on va informer personne. Parce que la logique veut qu'il faut au moins quelqu'un qui est conscient de la gravité de la maladie pour assurer la continuité des soins. Et à défaut d'informer, ou si on a choisi de ne pas informer le malade, il faut au moins informer un membre de sa famille. Donc là, c'est possible de ne pas informer le malade. Ne pas informer le malade, il faut au moins informer un membre de sa famille. Donc c'est simplement pour vous dire que c'est pas parce que, alors dans notre cas, les chirurgiens n'ont pas informé le malade qu'ils sont dans le tort. Il se peut qu'ils ont pris la décision de ne pas informer cette patiente-là pour la protéger finalement. Ils ont jugé que son état psychologique est fragile, que l'informer de la maladie va avoir des répercussions graves sur elle et qu'elle peut par exemple se détacher, qu'elle peut donc arrêter les soins si on informe de sa maladie. C'est vrai aussi que généralement, quand il s'agit de maladies graves, notamment de maladies cancéreuses, on ne peut pas cacher la maladie au malade si on envisage de le soigner. Parce que la procédure de soins est assez longue et on a besoin de l'adhésion du malade à la procédure de soins, donc on est obligé d'informer le malade. Dans certains cas, dans les phases terminales de maladie, parfois aussi lorsqu'il n'y a pas de traitement possible, lorsqu'il n'y a pas d'alternative thérapeutique, lorsqu'il n'y a pas de proposition thérapeutique à proposer au malade, on ne va rien faire finalement parce que la situation elle est avancée, les fameux stades terminaux des cancers, parfois aussi là ça devient un peu acceptable de ne pas informer le malade et de cacher cette information au malade pour ne pas ajouter une souffrance supplémentaire, une souffrance psychologique au malade à la souffrance physique qu'il a. Donc, si la réalisation, si la divulgation, la révélation de l'information est nécessaire pour l'enfant, pour le patient plutôt ici, on peut le faire bien sûr, mais ça doit être fait avec le maximum de prudence. Pour dire simplement qu'il y a des méthodes pour informer le malade des diagnostics graves et des pronostics graves, notamment pronostics fatals. Donc, oui, on est parfois obligé d'informer les malades de ces situations-là, et ça doit être fait avec le maximum de prudence. On peut informer un membre de la famille, sauf si le médecin ou le malade a déjà informé et annoncé à son médecin de ne pas communiquer ça à la famille. Donc finalement, qu'est-ce que je suis en train de vous dire, moi? Je suis en train de vous dire que le secret médical est opposable au tiers. On n'enferme pas, on n'informe personne d'une information médicale qui concerne le malade. C'est un colloque singulier, le secret médical, entre le médecin et le malade. C'est entre deux personnes, le médecin et le malade. Parfois, on va être obligé d'informer d'autres personnes, notamment ce cas de maladie grave, maladie fatale.
on est parfois devant la nécessité médicale, sociale d'informer les membres de la famille de diagnostic grave. Ceci est possible à condition que le médecin, que le malade n'a pas interdit ceci au médecin préalablement. Parfois, les malades vont interdire directement au médecin d'informer leur famille de qu'est-ce qu'ils ont. Donc, des questions sur cette situation? Oui. Pardon. Parce qu'on les voit tous les jours, madame. شنو؟ أنا منهم. Ça on les voit tous les jours. إذا كنت توقف في الشارع تشوف. كنت توقف في الخطة بتاع الماترنيتي تشوف. كنت نوقف نص ساعة في الخطة بتاع الماترنيتي تعرف جزء من الناس جايبين وراك يقول لك بالله مدام وين باش تمشي. تقول له من هنا يقول لك هذاك نتاع هذاك مش نتاع المرض هذاك اش دخلنا فيه يا اخي. متأكد أنت نمشي البصير يعني. Non, ça, malheureusement, ça existe parce que l'information annoncer à un malade un diagnostic grave, notamment une maladie avec pronostic fatal, est assez difficile pour les médecins. Et c'est pas pour les excuser, sans doute on ne peut pas les excuser, mais c'est assez difficile et l'attitude d'évitement est une des solutions les plus faciles. J'informe pas, je laisse l'autre informer. Donc, ça. Croyez-moi, c'est des situations très fréquentes que vous allez voir dans la vie courante dès que vous allez commencer à travailler, exercer la médecine. Déjà, lorsque vous serez interne à l'hôpital, vous allez voir ces situations toutes, vous allez toutes les voir de façon assez fréquente. Alors la situation 8, c'est une situation assez particulière, j'espère qu'on ne va pas se trouver dans cette situation. Donc c'est une femme de 30 ans qui est décédée suite à une hémorragie du postpartum. Donc elle est décédée il y a une semaine. Le mari va porter plainte au commissariat. Donc il va porter plainte pour homicide, pour faute médicale, pour ce qu'il veut, lui. On s'en fout finalement, mais il a porté plainte contre les médecins. Et les médecins qui sont intervenus dans la prise en charge de la défunte sont convoqués par l'officier de police judiciaire. Donc à la demande du procureur de la République. Donc ils sont convoqués au poste. Donc, malheureusement, une situation qui est, je ne dirais pas assez fréquente, mais qu'on peut voir, qu'on peut rencontrer dans sa vie professionnelle. Donc on peut être convoqué pour des faits d'ordre médical à un poste de police. Indiquer la candidature de ces médecins en matière, donc bien sûr, de gestion des données couvertes par le secret médical. Et vous avez compris ici, donc on va interroger ces médecins quant à la cause du décès. Pourquoi cette femme est décédée à l'hôpital? Donc voilà un médecin qui est confronté à la justice. Généralement, quand on est appelé ou convoqué à un poste de police ou au tribunal, si vous voulez, généralement les deux situations, il n'y en a pas beaucoup. D'abord, on est appelé ou convoqué comme témoin. Cheikh, vous étiez là, vous, en tant que médecin ce jour-là à l'hôpital et vous allez assister à la prise en charge de la patiente, mais vous n'avez pas intervenu dans le soin, vous n'avez nullement intervenu. Cette malade n'était jamais la vôtre, mais vous connaissez un peu qu'est-ce qui s'est produit avec cette dame-là. Vous êtes appelé en tant que témoin. Lorsque vous êtes appelé en tant que témoin, vous devez vous déplacer. Ça, c'est une obligation. Personne n'a le droit de refuser. Personne ne peut refuser de se déplacer pour témoigner dans une affaire judiciaire, donc tout le monde est obligé. Donc vous devez vous rendre au commissariat ou au tribunal en fonction du lieu où vous êtes convoqué, et vous devez manifester donc votre obligation de respecter le secret médical. Donc vous allez vous dire, j'étais à l'hôpital, j'étais informé, ou je sais qu'est-ce qui s'est produit, mais je ne peux pas vous communiquer les informations que j'ai, puisque je suis tenu au secret médical. Donc, appeler en tant que témoin ne vous autorise pas à divulguer les informations d'ordre médical. On ne divulgue pas le secret médical lorsqu'on est appelé en tant que témoin, de façon très simple. Si vous étiez un jour témoin d'un événement, d'un fait qui se produit à l'hôpital, si ce fait est couvert par le secret médical, vous n'avez pas le droit
de le communiquer. Puisque le secret médical s'étend à toutes les faits que vous avez pris connaissance au cours de l'exercice de votre activité professionnelle, si vous êtes à l'hôpital parce que vous travaillez, tout ce que vous voyez à l'hôpital est couvert par le secret médical et vous n'avez pas le droit de le communiquer, donc pas de communication, donc des informations ou d'informations médicales aux autorités judiciaires lorsqu'on est appelé en tant que témoin. La solution est simple. La question elle devient très délicate lorsqu'on n'est pas appelé comme témoin mais comme accusé. Il n'est plus shahid, mais désormais muttaham. Là, ça change un peu la donne. Sans doute, lorsque vous serez un jour appelé, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais si un jour, par malchance, vous êtes convoqué par la justice, il faut être prudent. Il faut soulever la question par un avocat, les chefs hiérarchiques, bien sûr. Si vous êtes dans le secteur libéral, il faut discuter avec un avocat. Les affaires juridiques aussi des établissements de soins, qu'ils soient publics ou privés, vous devez les informer. Il faut informer aussi votre compagnie d'assurance. Si vous avez déjà une compagnie d'assurance qui vous assure pour l'exercice de votre profession, vous devez informer que vous êtes appelé que vous êtes accusé d'un événement. La règle aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, se présenter à la justice, personne n'a le droit de refuser. Si vous êtes appelé par la justice, vous devez vous déplacer. Maintenant, si vous êtes accusé, bien sûr, il faut être très prudent dans ces déclarations. Vous avez le droit de révéler les informations couvertes par le secret médical si vous allez les utiliser pour votre défense. On ne va pas vous reprocher d'avoir divulgué les informations d'ordre médical ou de secret médical si vous avez utilisé ces informations pour votre défense. Faites attention, ne révélez que les informations qui sont nécessaires. Ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails qui ne servent à rien. Autrement dit, communiquez le minimum d'informations et divulguez le minimum d'informations possibles. Contentez-vous des données qui sont utiles pour votre défense. Bien sûr, ne jamais fournir, lorsque vous êtes accusé, lorsque vous êtes appelé, vous êtes convoqué en tant qu'accusé, ne jamais fournir des pièces médicales. Tout doit être gardé dans le dossier médical. À cette étape-là, lorsque vous êtes appelé par le juge d'instruction, vous êtes appelé par le chef de la police, dans un poste de police, ces personnes-là n'ont pas encore le droit d'accéder au dossier médical. Donc, vous devez garder le dossier médical. Bien sûr, le dossier médical va être saisi par la suite. Très probablement, la justice va le saisir. Profitez pour en faire une copie. Un conseil très important. Si un jour vous êtes accusé dans une affaire, quoi qu'il soit, مهما تكون التافهة مهما تكون بسيطة مهما تكون عظيمة, ayez le réflexe de faire une photocopie du dossier. Gardez-le chez vous. Pas à l'hôpital. À l'hôpital, ça va être saisi. Donc, faites une copie du dossier de votre malade, gardez-le chez vous. Si vous êtes appelé à signer un document, puisque les procès-verbaux, généralement, chez le juge d'instruction, au poste de police, on ne vous communiquera pas une copie. Dès que vous sortez, essayez de mentionner, de prendre le maximum de notes de ce que vous avez dit, ce qu'on vous a dit. Vous inquiétez pas, ces situations sont exceptionnelles, mais on doit attirer votre attention sur ça. En résumé, pour résumer tout, si vous êtes appelé en tant que témoin, c'est très simple, vous allez vous déplacer, vous allez refuser de communiquer les informations concernant vos malades, c'est-à-dire toutes les informations auxquelles j'ai pris connaissance concernant cette affaire-là sont couvertes par le secret médical et je ne peux pas les communiquer. Ça, c'est un point. Maintenant, si vous êtes appelé en tant qu'accusé, vous devez vous déplacer, informer votre avocat ou les services juridiques de l'établissement auquel vous travaillez. Soyez prudent, extrêmement prudent dans vos déclarations. Ne divulguez pas, ne communiquez pas de documents médicaux, pas à ce stade-là.
La justice, lorsqu'elle a besoin de documents médicaux, elle va les saisir, elle ne vous demandera pas de donner de documents. Soyez prudent en ce que vous allez dire. Vous avez le droit de divulguer des informations d'ordre médical, mais à minima, le minimum d'informations. Ne divulguez pas beaucoup d'informations. Gardez une copie du dossier, ça on ne pourra jamais le répéter suffisamment. Donc, gardez une copie du dossier qui vous concerne et faites attention lorsque vous signez des procès-verbaux d'audition. Donc, bien sûr, essayez de mentionner par la suite ce que vous avez dit pour l'utiliser par la suite, parce que ces affaires d'ordre médical, de responsabilité médicale, prennent parfois des longues... la procédure parfois prend beaucoup de temps. Pour vous dire, ça peut aller jusqu'à plusieurs années. Donc, on peut vous appeler après 4 ans, 5 ans pour vous dire, il y a 3 années, on vous a appelé et vous avez dit que telle chose. Vous pouvez avoir oublié ce que vous avez dit, donc c'est assez sage de mentionner ce que vous avez dit. Des questions? Très simple, secret médical et justice. Témoin, on ne dit rien du tout. Accusé, on communique les informations qui sont utiles pour notre défense et un minimum. Je pense qu'on a terminé. Donc, normalement, puisque il y a un dernier cas qui est supposé être discuté ensemble, mais je dois juste un peu le lire. Donc, c'est un médecin de famille qui va remettre au malade, à Monsieur K, donc le mari d'une dame, un certificat médical relatant un désordre régnant dans le domicile et un état d'une maladie psychiatrique chez la dame. La situation est assez complexe, elle est amusante même. Pour faire simple, c'est un médecin qui va rédiger un certificat médical attestant que il y a du désordre dans la maison de Madame K, et que Madame K elle est atteinte de maladie mentale, et que Madame K elle constitue un danger sur la vie de Monsieur K. Et il va mentionner ça dans un certificat médical qu'il va délivrer à Monsieur K. Bien sûr, si le monsieur a demandé ce certificat, c'est pour le garder. Il va l'utiliser. Ici, il va l'utiliser dans une procédure de divorce. Que pensez-vous de ça? Bien sûr, c'est tout à fait imaginaire, mais que pensez-vous? Là aussi, c'est très simple. Vous avez compris maintenant que ça ne se fait pas, que c'est même amusant, qu'on peut même en rire. Le secret médical est opposable à un tiers. Reste ce problème des conjoints parce que le médecin se trouve médecin à la fois du monsieur et de la dame, du mari et de l'épouse. Et là, c'est un peu compliqué de faire le part, mais il faut être toujours conscient. Lorsque vous intervenez en tant que médecin, votre intervention, elle est demandée par qui? Et vous allez rapidement comprendre qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Si la demande elle est faite par Madame K elle-même, et qu'elle demande un certificat médical concernant son état de santé, vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas à son mari de le demander. Indépendamment de la nature de l'information qui est. Ici, bien sûr, on prend des exemples un peu d'ordre pédagogique qui sont un peu choquants en matière d'information, mais toute information. On ne donnera pas, par exemple, un certificat médical attestant que Madame X elle est enceinte à son mari. On ne le donne pas. Et pas pourquoi. Si vous suivez une femme qui est enceinte, vous donnez le certificat à cette femme-là. Pourquoi vous le donnez à son mari? Même si le mari revient demain ou après-demain, vous demandez « Ah, docteur, on a oublié. Hier, on vous a visité, on vous a consulté avec ma femme et elle est enceinte et on a oublié de vous demander un certificat médical attestant qu'elle est enceinte. Est-ce que vous donnez ce certificat au monsieur? Ben non. Parce que, soyons sincères, on ne sait pas dans quel objectif ou dans quel but il va l'utiliser. Est-ce que c'est dans l'intérêt de la dame? Comme il le dit, il va présenter à son employeur pour un congé maladie, par exemple, ou il va l'utiliser pour une autre raison. Donc, soyez prudents. Et les informations et les données médicales concernant les malades, c'est vrai que dans la pratique quotidienne, dans 99,9% des cas, les informations n'ont pas de conséquences. Que
accéder aux informations médicales d'autrui ont une bonne foi. Mais on ne peut pas le savoir. Lorsque vous envisagez d'exercer la profession de médecin pendant des années, on craint toujours le jour où il y a quelqu'un qui utilise les données pour un but non, avec mauvaise foi finalement. Malheureusement, dans le contexte tunisien, je vous le dis, on n'est pas conscient de l'information médicale, du secret médical. Classique, عندنا في تونس n'importe qui يجي يسأل. انتم نفسكم متأكد راكم يقولوا لكم فلان مريض وفلان تمشي للسبيطار وتسأله وتدخل سيرفيس جاسترو ولا بنومو وتقول بالله جيت نسأل على قريبي ولا على جاري شنو عنده. Et on vous communique l'information. انت تمشي عادي في بالك سي بلان دروا دو سافوار واللي تقابلوا يقول لك l'information avec beaucoup de joie. هكا ولا؟ Mais là, c'est une divulgation du secret médical. Vous avez compris? Malheureusement, le contexte social fait qu'on ne donne pas d'importance à ces données d'ordre médical. Malheureusement aussi, dans certains cas, ça peut être utilisé contre le malade. La divulgation d'informations médicales peut être préjudiciable à nos malades. Et bien sûr, s'il y a un préjudice ou des conséquences pour le malade, on peut être appelé à assumer la responsabilité. Mais soyons attentifs que finalement, en matière de secret médical, c'est très simple. Le secret médical, il est général et absolu, sauf des exceptions prévues par la loi. S'il n'y a pas d'exception prévue par la loi, le secret médical, il est absolu. Aucune personne ne doit être informée de données médicales concernant un malade. Général, toutes les informations, aussi importantes, aussi banales qu'elles soient, elles sont couvertes par le secret médical. Ce n'est pas à nous surtout de décider cette information est importante, on va la dissimuler. Cette information n'est pas importante, on ne la dissimule pas. L'exemple illustrateur qui vous explique de quoi je vous parle, si vous allez au service d'endocrinologie pour demander l'état de santé d'un monsieur X parce que vous le connaissez, s'il est diabétique, on va vous dire oui, il est diabétique, on a un diabète, on a l'insuline, on a si vous montez un étage au-dessus, si vous entrez au service de médecine infectieuse, vous demandez sur l'état de notre malade qui a atteint du VIH, on va vous dire. D'accord? On ne vous dira pas qu'il a atteint du VIH, vous dites qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, donc ça ne doit pas avoir lieu. L'attitude doit être toujours la même. Il faut être prudent avec les données d'ordre médical. Ça protège les malades. C'est un signe de respect que nous, les médecins, nous avons envers nos malades. Et aussi, ça protège un peu notre responsabilité dans certains cas. Voilà, si vous n'avez pas de questions, j'ai terminé. Monsieur? Est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Oui, monsieur, s'il vous plaît, Ken, par exemple, c'est dans notre pratique quotidienne, Sarah Talqa, une vieille femme, il est accompagné de son enfant. C'est pas forcément que il est. Très bonne question, que tu l'as soulevée. Alors, en matière de secret médical, on n'informe pas les autres lorsqu'ils ne sont pas là. Alors, في الكونسلتاسيون كتبدا انت قاعد في بيرويك وماش تدخل المريض يدخل هو ومرته ولا هو واخته ولا هو وابوه. C'est comme une autorisation donnée. Et nous, cette personne peut être informée. Si un malade se présente à la consultation, il n'y a plus de secret entre cette personne. C'est bon, احنا باقي نعطيكم في des exemples نتاع المشي qui a atteint du VIH. suppose اللي انت هو تخلي يعدي وحده. لكن كان جا تخلي هو ومرته شنو تعمل؟ نقول لها مادام اخرج عندي ما نحكي معاه. فهمتني؟ أنا les personnes âgées qui sont accompagnées par leurs enfants, bien sûr, il n'y a pas de secret médical envers ces personnes-là, parce que c'est مادام جايبوا معاه مادام يحبوا يعرف finalement. هذه هي النوسيون. Oui. Vous avez encore d'autres questions ou pour... Alors, non, je suis en rien. J'entends rien. Je pense que vous n'avez plus de questions. Oui.
Donc, nous avons terminé. Je vous remercie. Et à la prochaine. Ben, qu'est-ce que je fais ici? Tu sais rien?